Allô, tu m'entends? Ouais, attends, j'arrive. Hop là. Ah. Ça va? Bah depuis tout à l'heure, ça va, ouais, toi? Attends, je te monte un peu le son. Ouais, ça va, c'est passé vite. J'ai pas eu le temps de faire tout le contexte et tout. On a un peu fait à l'arrache, quoi. Moi, j'ai fait 14, j'ai lu 14 articles. J'ai regardé un documentaire. J'ai monté un film. Non, j'ai Je mangé. t'envoie une invite streamer ensemble. Ah oui, c'est vrai. Attends, j'arrive. Comme ça, on Ah oui, le peut chat fusionner partagé. nos chats. Bien sûr, bien sûr. Normalement, il faut que tu regardes tes notifs Twitch. En gros, ça va t'envoyer Ouais, un truc sur tes notifs Twitch. je suis sur ma page Twitch. Pastèque. Vas-y, je te mets dans mes favoris et hop, Ouais. normalement. Euh... Normalement, Ah, là, je t'ai envoyé une invite. ça me demande de collaborer. Non, du coup, non. Moi, Voilà, je ne suis pas exactement. un collabo. Je vais refuser. Ah non. Ouais, c'est en train de Il faudra que charger. tu te mutes dans l'appel Twitch, quoi. Ouais. Ah, attends, qu'est-ce qu'il raconte le truc? Invitation sur streamer ensemble. Bah pourquoi ça m'en... Mais wesh. Attends. Pourquoi ça marche pas? Comment ça Salut, Thème. à tout moment? Tu nous entends? Allô? Ouais, je vous entends, vous m'entendez? Oui. Ouais. On fait juste Ouais. un tout petit Tout petit setup prince setup. et on peut commencer. J'espère que tu vas bien. En tout cas, merci d'être là et d'avoir pris du temps pour nous. Ben, merci à vous de m'inviter. Et petite précision avant de commencer, Ouais. le C en turc, ça se prononce J, du coup c'est Jem. Ah, Jem, c'est pas Chem, c'est Jem. Voilà. Ok. Ok, merci, c'est Ok. gentil. Moi, dans ma tête, je le lisais depuis des mois, enfin depuis que je suis un petit peu ta campagne, vu que je rappelle pour les gens qui ne savaient pas, mais je suis strasbourgeois, du coup je suivais ta campagne depuis un moment. Dans ma tête, je lisais ça, mais après j'ai eu beaucoup de mal à adapter quand j'ai appris que ça se prononçait différemment. En fait, voilà, c'est Jem. Ok. Ouais, voilà. Je sais pas si tu vois, si as sous les yeux notre chat ou pas, si jamais tu as envie Non, moi j'ai de pas. l'avoir. Non, mais c'est pas Non, je obligé, l'ai hein. Dans tous pas, les c'est pas cas. nécessaire forcément. Ok, bah, si jamais il y a des questions, on faudra peut-être remonter quelques questions du chat, même si on n'a pas tant de temps que ça. Du coup, on peut pas prendre toutes les questions. On a un peu déjà préparé un peu ce qu'on avait envie de te demander. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va malgré l'ambiance en ce moment et le harcèlement et tout que tu es en train de subir. J'espère que ça va. Et encore une fois, merci d'avoir accepté l'interview. Ben, de mon côté, ça va. C'est vrai que c'est dommage, décevant de pas pouvoir aller au bout de la campagne municipale qu'on a menée. Mais bon, c'est aussi faire preuve de responsabilité. Je veux dire, les menaces de l'extrême droite, le harcèlement, aussi les tentatives d'agression. Moi, j'en ai connu plusieurs. C'est pas ça qui m'impressionne. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un petit dilemme moral dans le contexte actuel de déposer une liste, mettre 66 noms de colistières et colistiers sur le devant de la scène et qui, eux, à leur tour aussi, peuvent se voir harcelés ou même agressés. Ouais, du coup, c'était aussi pour protéger les colistières qui. Ouais. C'était surtout dans ce cas-là, parce que en soi, si c'est une élection législative, je vais jusqu'au bout. Il n'y a pas de doute là-dessus, parce que même lorsque je vais sur le terrain, ce que je constate, c'est que malgré tout ça, on sent que, au contraire, il y a de la mobilisation, il y a un sursaut antifasciste, et je pense que même dans les urnes, j'aurais fait un meilleur score que ce qui était prévu, parce que au vu du contexte, les gens avaient besoin d'exprimer leur ras-le-bol antifasciste. Ok, bah ça Ouais. ça va être quelque chose sur quoi on avait justement des questions pour toi. On va juste revenir un petit peu en arrière pour les gens qui débarquent et te présenter rapidement. On a fait une petite bio et tu nous diras si c'est à peu près juste ou pas. Du coup, tu t'appelles Jem Yoldas. Tu es du coup maintenant une ex-tête de liste de la liste qui s'appelle Strasbourg c'est nous au municipal de 2026 à Strasbourg. Elle a été notamment soutenue par le PEPS et le NPA. Tu es aussi Entre autres. un ancien porte-parole de la jeune garde antifasciste. Et du coup, pour les gens qui découvrent peut-être, la Jeune Garde, c'est un mouvement antifasciste qui a été créé en 2018 en réponse à la présence du Bastion Social et d'autres groupes fascistes à Lyon. Et l'objectif, c'est de faire reculer l'extrême droite et ses violences, notamment à travers l'autodéfense et d'autres moyens.
Et voilà, est-ce que c'est à peu près complet? Tu as résumé la chose, tu pas fait d'erreur, j'ai pas besoin de te reprendre. OK, super. Du coup, 1re question, on a un peu, avant que tu arrives, on a un peu donné du contexte. Hier, tu as annoncé que, tu retirais, ta liste, qui s'appelle Strasbourg c'est nous, pour les municipales à Strasbourg. Est-ce que tu peux nous expliquer, encore une fois, vite fait, dans quelles conditions tu l'as retirée, pourquoi tu as pris cette décision? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, dans ta vie et peut-être dans la vie aussi de tes colistiers, colistières, qui t'a poussé à prendre cette décision? Alors je crois que, maintenant je suis un petit peu, perdu sur les dates. Je crois que c'était la semaine dernière où à Lyon, un militant d'extrême droite est, décédé, dans un affrontement, opposant un groupe d'extrême droite et un groupe d'antifascistes. Par la suite, on a vu, tout de même, de nombreuses violences de la part de l'extrême droite un peu partout en France. Ils étaient complètement en roue libre, ils mettaient, le nom, des adresses de militants de gauche, peu importe, Ouais. s'ils avaient, Mmh. un lien, supposé ou non, avec, avec, l'affaire Quentin, comme on le dit. Et hem et nous, on a vu, toute cette violence-là. Moi, j'ai reçu, bien plus, de menaces que d'habitude. D'habitude, j'en reçois quelques-unes, mais là, c'était beaucoup plus. Et la problématique, c'est que ça arrivait en même temps que le dépôt des listes. Nous, on avait pris quelques jours après un rendez-vous pour déposer notre liste en préfecture. Et dans ce contexte-là, on s'est dit que c'était pas, enfin, s'il y avait un risque réel pour mes colistiers et mes colistières. En soi, si ce qui s'était passé à Lyon s'est arrivé en décembre ou en janvier, le temps de déposer les listes, je pense que la situation aurait pu se calmer. Là, on le sent que c'est en train de redescendre un petit peu, même si on voit à Strasbourg que l'extrême droite, elle est complètement, enfin, elle agit par la violence. Là encore, hier, il y a le local de Jeanne Barzéguian, la maire de Strasbourg, Oui, Ouais. candidate sur une autre candidate pour les écologistes, son local a été dégradé. Et et tagué avec des un de menaces ses, de mort. c'est ça, c'est ça. Et un de ses collaborateurs a été agressé physiquement et il a subi des attaques, des insultes racistes. Ah Dans oui. ce Ok. contexte-là, une liste comme la nôtre, qui porte clairement, on va dire, les couleurs de l'antifascisme, elle est très clairement visée, que ce soit par du doxing de la part de l'extrême droite. On l'a vu avec Joron, qui a divulgué l'adresse de mon lieu de travail cette semaine encore. Du coup, Et Joron, pour préciser, c'est la candidate Rassemblement national aux élections municipales. Elle est aussi eurodéputée. c'est ça. Et en fait, ce qu'elle fait là, elle peut le faire aussi pour mes colistiers et mes colistières. Je veux dire, aujourd'hui, c'est très facile de trouver l'adresse de travail ou l'adresse de domicile d'une personne, et, euh, et elle aurait pu le faire pour d'autres personnes. C'est pour ça qu'on a pris la décision que dans le contexte actuel, il valait mieux préserver l'intégrité physique de chacun plutôt que d'aller jusqu'au bout. En soi, c'est plus une défaite pour notre démocratie, c'est-à-dire que Oui. aujourd'hui, l'extrême droite, elle arrive à invalider des candidats ou non. C'est elle qui dicte un petit peu le tempo politique. Et pour ça, moi, j'en veux au gouvernement qui, depuis plusieurs années, sert la soupe à l'extrême droite et ne fait rien contre la violence de l'extrême droite. Ouais, c'est Ok. ouais, c'est vrai qu'on a découvert ça en fin de matinée, la dégradation de la permanence de l'actuel maire en plus. Et c'est vrai qu'au final, ça crée un précédent qui est hyper grave, d'avoir cette espèce d'ingérence de l'extrême droite dans les scrutins en faisant pression directement sur les candidats. Et Ça devrait être impensable de se ouais, dire que c'est ça. la pression de l'extrême droite fait se retirer des candidatures citoyennes d'une élection, quoi. C'est vraiment c'est lunaire, genre c'est un truc de fou. Et C'est du coup, ça. vous n'êtes pas protégé, vous n'avez pas le choix, C'est quoi. ça. Enfin, c'est le plus Oui, prudent. c'est ça, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment dû au contexte. Là, on est vraiment dans le dur où l'extrême droite, elle agit, elle agresse. Ils ont une dynamique aussi de ce côté-là où où ils disent vraiment là, il faut qu'on agisse, là, il faut qu'on passe à l'action. Et c'est clair que si c'était arrivé
2-3 mois avant, on aurait pu déposer notre liste là. Il y a un sentiment d'inachevé, mais la violence de l'extrême droite, elle est bien réelle. Dans une ville comme Lyon, c'est plus de 100 agressions, 100 attaques sur les 10 dernières années. À Strasbourg, on a connu ça aussi, la violence de l'extrême droite. On a connu ça avec le Bastion social qui a terrorisé complètement le quartier d'Esplanade, qui faisait une agression par semaine. Ensuite, on a eu des groupes d'extrême droite aussi qui commettaient des violences racistes, des violences homophobes, etc., qui attaquaient aussi des bars comme la Taverne Française. Oui. Et, et, et l'extrême droite, rien n'est fait pour l'empêcher d'agir. Je veux dire, aujourd'hui, la deuxième menace terroriste en France, la menace terroriste d'extrême droite, mais à aucun moment dans les médias on en parle. On ne fait pas d'analyse dessus, d'où ça vient, pourquoi, quel est leur mode d'action, qui est-ce que l'extrême droite veut cibler. Ça, on n'en parle pas du tout. Ouais. Ça. Du coup, ça m'entraîne un peu sur la prochaine question qu'on avait pour toi. C'est maintenant, avec toute la séquence de Quentin Derenque et maintenant un peu la criminalisation de l'antifascisme, même si ça existait déjà avant, mais ça s'est quand même pas mal accentué dernièrement, on se demandait si tu as l'impression que le regard des Français, en règle générale, ou en tout cas peut-être de ce que toi tu remarques quand tu es sur le terrain, et envers l'antifascisme est en train de changer. Parce que moi, je me pose par exemple la question si est-ce que cette criminalisation de l'antifascisme, c'est un truc qu'on voit que dans les médias et que dans une partie de la classe politique, notamment la droite et l'extrême droite, mais malheureusement pas que, ou est-ce que c'est un discours qu'on voit un peu se répercuter aussi sur le terrain? Est-ce que ça infuse et tout Du coup, est-ce que tu penses que la perception des gens est en train de changer sur l'antifascisme? Ça dépend. Ça dépend parce que c'est vrai qu'on pourrait dire que en fait c'est des plateaux parisiens et au final ça touche pas grand monde. À Strasbourg, je ne vois pas trop les conséquences là-dessus parce qu'on est quand même dans des villes qui sont des bastions de la gauche et par conséquent l'antifascisme c'est des valeurs qui sont plus ou moins communes. Mais c'est vrai que si je cite un vieux monsieur qui a une grosse barbe là, qui s'appelle Karl Marx, il disait l'idéologie dominante est celui de la classe dominante. Et aujourd'hui en France, c'est le cas. Je veux dire, ils ont plein de médias. Bolloré, il fait un travail énorme là-dessus. Il a acheté CNews, Europe 1, des maisons d'édition, etc. Et son message, malgré tout, il infuse dans la société. Et il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de personnes qui analysent la séquence historique dans laquelle nous sommes en train de vivre, euh, qui parlent de processus de fascisation de la société. Et ça, c'est un processus qui est démarré depuis un petit moment et qui s'accélère parce que, en gros, bon, je pense on va essayer d'aller un petit peu plus loin, mais notre système capitaliste, il est en crise et on a la bourgeoisie qui a besoin d'appuyer de maintenir sa domination. Et par ce faire, elle a deux options parce qu'il faut qu'elle maintienne l'ordre sur ses frontières intérieures. Mais au-delà de ça, la bourgeoisie occidentale, son hégémonie, elle est aussi remise en question à l'échelle internationale. Et du coup, on se prépare à la guerre. Et ça, c'est deux tendances qui participent à ce processus de fascisation. Mais pour revenir à la question, je veux dire, des affaires comme ce qui s'est passé là à Lyon, pour les médias Bolloré, c'est du pain béni. Ils arrivent à marteler les cerveaux. Et je pense que dans des endroits où on n'est pas dans des bastions de la gauche, oui, il y a un impact. Et lorsqu'on voit certains responsables politiques de gauche, comme François Ruffin, Olivier Faure, Marine Tondelier, qui n'arrivent pas à dire que l'antifascisme n'est pas un crime et qu'il ne faut pas criminaliser les antifascistes et que c'est normal de se défendre face à l'extrême droite, eh ben oui, je me dis on est mal barré et que il n'y a pas grand monde pour faire de la résistance face à Bolloré et à ses petits copains d'extrême droite. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un réel bruit médiatique de toute la sphère Bolloré. C'est une machine qui est extrêmement bien huilée, qui a toujours. Mais pas que Bolloré. Pas que Bolloré faut en faire plus. attention Oui, c'est ça. parce que Oui, c'est vrai. On a vu pense sur que c'est France l'ennemi Info. principal, alors qu'en vrai, malheureusement, même parfois sur le service public, on voit des trucs comme ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, l'Empire Bolloré, ils ont une machine extrêmement bien huilée pour monter des sujets et en faire vraiment, en fait, faire
énormément de bruit pour que derrière ça infuse, que ça se propage, et ça mène à des situations comme on a vu sur France Info, où il y avait cette journaliste qui disait quand l'ultra-droite manifeste, tout va bien, alors qu'on parle quand même de salut nazi, d'insultes homophobes, antisémites, tout le corpus finalement Et tellement idéologique. que les organisateurs ont dû Oui, dire cachez vos tatouages. exactement. Et on faut pas qu'on sache de quel groupuscule vous venez, quoi. C'est ça. Et puis en plus, surtout que tout le narratif initial sur cette affaire vient de Nemesis, dont tout le monde connaît le procédé, enfin la manière de comment fonctionne ce collectif, en faisant de la provocation pour derrière créer une séquence qu'elles vont pouvoir utiliser derrière pour faire du bruit, etc., etc. Et à la fin, ça donne un discours où, au final, tout ce qui est mis en avant, c'est oh là là, il y a de la violence, sans jamais comprendre d'où elle vient. Est-ce qu'il y a une réaction, enfin sans jamais finalement prendre de la hauteur sur tout ça, quoi. Ouais. Et en parlant de Nemesis, est-ce qu'on peut entrer dans les gossips ou pas? Ou on est purement politique? Vas-y. Vas-y. Non, mais c'est vrai que Nemesis, ils sont dans une phase de respectabilité. Et ils sont en train de s'institutionnaliser, notamment dans les sphères Bolloré. Il y a même Bruno Retailleau, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, qui disait qu'il avait de la sympathie pour le groupe Nemesis. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils rentrent dans les réseaux de pouvoir. Mais aujourd'hui, les gens, ils aiment trop présenter Nemesis comme un groupe de féministes identitaires, fémonationalistes, mais en soi, c'est un groupe de mix, c'est un groupe d'extrême droite. Leur seul objectif, c'est justement, c'est de faire passer des messages racistes. À aucun moment, ils prônent un discours féministe, ils parlent jamais de consentement, etc. Leur seul problème, c'est les Noirs et les Arabes en France. Maintenant, si on rentre dans le gossip, on sait que Nemesis vient tout le temps avec des personnes faisant partie de groupes d'extrême droite, armés pour attaquer des réunions publiques ou des manifestations de gauche. Mais j'ai envie de dire, Alice Cordier, elle s'est jamais cachée d'être en accointance avec les groupes néo-nazis. Je veux dire, Alice Cordier, elle est sortie avec Bastien des Zouaves Paris. Les Zouaves Paris, c'est quand même, ils ont été dissous parce que c'est vraiment le nazisme en France. Et à Strasbourg, pareil, elle avait un gars qui était proche des Strasbourg Offenders, un groupuscule néo-nazi qui faisait de la boxe thaï vers Schiltigheim. C'est ça qui est quand même assez comique. On les voit aller dans des sphères un peu respectables, mais une fois qu'ils sont dans la rue, ils n'arrivent pas à ne pas aller vers ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire vers les gens qui sont des néo-nazis. Ok, ouais. Mm. Je savais pas pour le truc des zouaves. Mais tu vois aussi, il y avait, je crois que j'avais vu passer quelque chose il y a quelques mois, c'était Alice Cordier qui posait avec un espèce de fusil d'assaut Mais dans un shooting et qui disait en gros, qui envoyait un message aux Sleeping Giants, qui est un mouvement qui pointe aussi, qui fait ce travail de fond sur l'extrême droite, et qui disait en gros, qui laissait entendre que sa petite photo où elle tire sur une cible, c'était dirigé vers eux, quoi. Mais toujours d'une manière à faire en sorte qu'on ne puisse pas comment dire, les condamner pour ça, de dire ah non vous avez mal compris. C'est toujours un peu ça finalement la rhétorique. Et puis tu avais là récemment sur Luma Chapoutot qui disait que l'extrême droite, dans sa manière de fonctionner, c'est toujours une démarche victimaire, ça crée de la violence, ça perpétue de cycles de violence en agressant des gens pour ce qu'ils sont, parce que c'est factuellement ça l'extrême droite, et après ça vient faire les victimes de oh là là, on a été agressé, et en fait quand on creuse, ben, le vernis craque super vite en fait, surtout là bah ouais, et surtout que elles sont... Ouais, ça, c'est l'histoire de l'extrême droite. Je veux dire, si on remonte à Charles Maurras, Adolf Hitler, Mussolini, etc., à chaque fois, pour eux, leur pays il est dans une situation un peu d'oppression. Maurras disait que le problème, c'est que la France était dominée par des États confédérés. Lui, il appelait ça les Juifs, les francs-maçons, les métèques et les protestants. Mussolini, il avait ce même complexe-là où il faisait passer l'Italie pour un pays qui était victime des autres puissances. Et je veux dire,
leur discours, il est là-dessus. À chaque fois, même Trump, je veux dire, les États-Unis d'Amérique, c'est la première puissance mondiale. Ils font la guerre à tout le monde. C'est l'impérialisme, c'est la bestialité de l'impérialisme. C'est Hollywood, c'est le soft power comme on le connaît. Mhm. Et malgré ça, il vient avec ce truc-là de l'Amérique est en train de descendre, on n'est plus comme avant, on est en train de se faire marcher dessus par les Chinois. Et c'est vraiment ce discours-là. On se victimise pour pouvoir ensuite légitimer une violence qu'on va commettre contre les minorités, contre les autres pays. Ouais. Et le pire, c'est qu'elles arrivent à s'en sortir, Némésis, pour le coup, avec ce discours-là, parce que vu qu'elle manifeste à visage découvert et qu'une partie des violences est commise par des groupes qui sont attachés à elle, et on l'a vu, il y a récemment eu cet article de l'UMA qui montrait comment elles avaient organisé un traquenard vraiment pour, avec des groupes d'extrême droite et des groupes fascistes à Lyon, pour vraiment tendre un guet-apens à des potentiellement des étudiants de gauche qui viendraient un peu contre-manifester contre Némésis et du coup préparer une attaque. Et du coup, vu que c'est des personnes qui sont masquées et tout, bah, elles pourront toujours se victimiser et se faire passer pour les agresser, mais sans qu'on puisse facilement toujours faire les liens avec ces groupes fascistes. Exactement. Euh, mais du coup, pour passer un peu à la suite et un peu pour penser à l'avenir, comment, selon toi, l'antifascisme doit ressortir de cette séquence face au bruit médiatique et comment on peut agir contre cette criminalisation? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on voit qu'il y a ce discours qui est en train d'infuser, comme tu as dit. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour sortir de ça? Bah, tout d'abord, il faut pas se laisser faire, faut pas se laisser démonter. Faut continuer à être présent sur le terrain, à aller voir les gens avec nos mots d'ordre antifascistes, antiracistes. Et ensuite, j'aimerais rappeler aussi que le week-end du 14-15 mars, il y a une grande manifestation qui aura lieu partout en France contre le racisme. Et il faut absolument que les mots d'ordre de l'antifascisme soient mis à l'honneur. C'est aussi comme ça qu'on va montrer dans le pays que l'antifascisme n'a pas dit son dernier mot, qu'on ne va pas se laisser faire face à l'extrême droite. Et après, moi je l'ai dit dès le départ, l'élection municipale, c'est une double élection. C'est un an juste avant la présidentielle, et là il y a un véritable enjeu pour faire en sorte que la gauche gagne, parce que sinon on va être foutu face à l'extrême droite. Là vraiment on est en train de jouer en guillemets l'avenir de notre pays, on est en train de jouer vraiment sur dans quelle civilisation on veut vivre demain en France. Est-ce que on est pour un pays qui adhère à la liberté, à l'égalité, à la démocratie, ou un pays qui souhaite tomber dans l'obscurantisme et tomber dans la discrimination? Moi, je dis il faut se mobiliser notamment dans la rue pour montrer qu'il y a une force dans ce pays qui est antifasciste et qui ne va pas se laisser faire et qui va continuer à dire qu'il faut être antifasciste et qu'il faut prôner l'autodéfense face à la violence de l'extrême droite. Et ensuite, il va falloir à un moment donné se rassembler pour que en 2027 une force de gauche puisse l'emporter. Et vu que tu parles aussi de rassemblement, je reviens aussi sur ce que tu disais par rapport aux réactions. Parce que je crois que c'était hier ou avant-hier, Marine Tondelier sur France Inter qui disait ne pas avoir de sympathie pour la jeune garde alors qu'elle avait déjà fait des posts, des tweets pour dire en gros qu'elle soutenait. Moi, je trouve... Qu'elle a liké un Ouais, commentaire que j'ai posté aujourd'hui. Ça, c'est voilà. comique. Et en fait, vraiment, face à cette inconséquence des responsables de gauche, genre, en fait, vers quelle union on va? Parce que s'ils n'arrivent même pas dans ce bruit médiatique à réaffirmer quand même une... Parce qu'on dit souvent à l'antifascisme, c'est pas forcément, c'est plus que des valeurs, c'est un devoir. Et comment est-ce que la gauche traditionnelle, qui en plus, pour Olivier Faure, il se revendique toujours de Léon Blum, de Jaurès, etc., il mobilise toujours les grandes figures pour au final, face au fait accompli, dire oh là là, non, attendez, quand même, on se désolidarise, etc. Genre, finalement, vers quelle union pour 2027 tu penses qu'on va finalement? Ben, je pense que le peuple français n'est pas dupe et voit très bien ce qui est en train de se passer. Ces J'espère. personnes-là sont en train de montrer en fait qu'ils sont inconséquents et qu'ils sont pas
digne du mouvement politique dans lequel nous sommes. C'est-à-dire dans des temps de crise comme celui-ci, on espère avoir une capitaine ou un capitaine capable de guider la barque et de guider l'équipage. Et lorsqu'on voit Marine Tondelier, c'est pas la première fois, déjà à l'époque, là, à l'université d'été des écolos, ils invitent Médine, et après il y a une polémique d'extrême droite, elle dit Médine, je vais bien le surveiller, qu'il dise pas des trucs antisémites. Je veux dire, à un moment donné, quand c'est l'extrême droite qui te dit quoi faire, laisse tomber, t'es morte dans le film. François Ruffin, ça fait bien longtemps que les gens ne croient plus en lui. Moi, je l'ai connu dès 2016, lorsqu'il avait sorti Merci Patron, et qui disait vouloir faire l'alliance entre la petite bourgeoisie et le prolétariat, où il avait un discours un peu marxisant. Aujourd'hui, on voit qu'il est complètement dans la lutte des places et que son seul intérêt, c'est sa personne. Aujourd'hui, pour moi, là, il va se passer ce qui va se passer dans les élections municipales. Les élections municipales, c'est pas forcément là où il y a plus de mobilisation, mais par contre, il faut une union populaire pour la présidentielle. Moi, je dis pas qu'il faut soutenir la France insoumise. Moi, je pense que la France insoumise, c'est quelque chose qui est très disparate selon les localités, selon les personnes. C'est pas un parti. Par conséquent, c'est pas mal de petits barons locaux, et selon où vous êtes, ça va être radicalement différent. Je veux dire, à Strasbourg, on a quand même un petit peu l'aile droite de la France insoumise, alors que, par exemple, je veux dire, Toulouse, on a plutôt une aile gauche. Ça, c'est une réalité. Et ce que je dis, c'est que pour la présidentielle, on n'a pas le choix, il faut voter Mélenchon. Et quand je dis faut voter Mélenchon, je dis pas faut voter la France insoumise. Faut voter Mélenchon, faut le distinguer, je pense. Pourquoi Faut Pourquoi distinguer tu les distingues deux. Parce que, tu distingues, si j'ai bien compris, tu distingues parce que tu veux dire que LFI n'est pas un truc uniforme et du coup, C'est c'est. ça, Ok. c'est ça, et on peut pas dire, je soutiens la France insoumise. D'une localité à l'autre, c'est totalement différent. Euh, Là, on le voit à Strasbourg, par exemple, qui veulent se mettre absolument derrière la maire sortante, qui n'a pas brillé par son bilan social, qui n'a pas remis en question le jumelage que nous on appelle de la honte entre notre ville et Ramat Gan, qui est une ville israélienne. C'est ça que je dis. Et moi, je fais plus confiance en Mélenchon qu'en la France insoumise. Et par conséquent, c'est celui qui est le mieux placé aujourd'hui pour représenter la gauche, une gauche de rupture. On voit aussi, contrairement à d'autres, qu'il n'hésite pas à aller au front, qu'il est capable de tenir certaines positions, notamment sur l'antifascisme. Et oui, je pense qu'en 2027, on n'a pas le choix, il faut voter Mélenchon. Mais par contre, ça ne veut pas dire que après, il faut rentrer chez soi et faut rien faire. Parce C'est bon, c'est que, fini. Ça, ouais. On ouais, l'a c'est fait. ça. Parce que des expériences comme Mélenchon, on en a connu en Europe, que ce soit en Espagne avec Podemos ou encore Ouais. en Grèce avec Syriza, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur Syriza, mais avant qu'il soit élu, c'était la gauche radicale. Et après, ils sont totalement rentrés dans le truc de la Banque centrale européenne, du FMI, etc., avec leurs réformes libérales. Et avec Mélenchon, on ne sait pas ce que ça va donner. La force de la France, c'est que c'est un pays qui est, enfin, c'est un avantage aussi un désavantage sur certaines choses, mais c'est un pays qui est ultra centralisé, et par conséquent, il a plus de moyens pour faire certaines choses, qui a une économie aussi plus forte que la Grèce ou encore l'Espagne. Mais soit Mélenchon, il va craquer sous la pression et ça peut donner du Syriza ou du Tsipras selon la situation, ou si il va jusqu'au bout, il va se manger des pressions de fou. Je veux dire, la police, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, l'armée, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, la bourgeoisie, là on l'a vu avec ce qui s'est passé au Venezuela, mais c'est une situation qui traîne depuis 10, 15, 20 ans, où depuis la mort de Chavez, la bourgeoisie vénézuélienne, afin de combattre Maduro, eux, ils organisaient, ils bloquaient l'économie eux-mêmes. C'est la bourgeoisie qui bloquait l'économie afin d'asphyxier le pays. Et en France, c'est une situation qu'on peut connaître selon la tournure. Si Mélenchon y gagne, je veux dire, le combat il continue.
je veux dire, c'est la première étape. Et si l'extrême droite gagne, par contre, là, va falloir tout donner, va falloir être unitaire, faire des alliances même avec des gens avec qui on ne peut pas faire confiance, c'est-à-dire les autres partenaires de gauche qui, malheureusement, lorsque ça souffle un petit peu, le château il est en train de s'effondrer, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que 2027, ça va être un vrai choix sur dans quelle société on veut vivre. Est-ce qu'on veut un espace démocratique ou alors est-ce qu'on veut vivre sous l'obscurantisme? Est-ce que tu vois des plus petits partis qui ont tendance à présenter des candidatures comme le NPA ou Lutte ouvrière rejoindre LFI parce que vu la situation et tout, et enfin ils sont quand même, j'ai l'impression, après je n'ai pas suivi de hyper près, j'ai un peu vu les réactions de Nathalie Arthaud qui était à la télé en tout cas assez solide par rapport à la jeune garde et tout. Est-ce que tu les vois se rejoindre ou on doit compter du coup sur Marine Tondelier Olivier Faure. et Olivier Faure? Alors, je ne sais pas du tout parce que je suis pas dans ces organisations-là. La tendance que je vois au NPA, c'est qu'il y a un rapprochement clair avec la France insoumise. On le voit notamment avec Olivier Besancenot, ses proximités avec Thomas Porte ou encore Jean-Luc Mélenchon. On voit que moi, je ne suis pas sûr du tout que le NPA, au vu de la situation du pays, présente quelqu'un en 2027. Ouais. J'en suis pas sûr. Mais il faudra leur demander à eux. Faudra leur demander à eux. Moi, je ne le sais pas. Et je pense qu'ils sont conscients de l'enjeu de 2027 et qu'il y a un véritable risque que le fascisme arrive en France. Et par conséquent, il y a moyen qu'il y ait une entente avec la France insoumise, même si dans les dernières élections, ils ne s'étaient pas entendus, notamment par rapport à l'Ukraine pour les élections européennes. Là, je pense que sur la présidentielle, ça peut être différent. Par contre, le Hello, ils sont vraiment dans leur truc un peu class first. Ils n'arrivent pas forcément à voir le processus de fascisation. Ils sont un petit peu dans leur monde. Je pense qu'ils sont d'une certaine manière un peu. Enfin, moi, je le dis pas méchamment. Vraiment, je le dis pas méchamment, mais c'est l'analyse que j'en fais. Ils sont un petit peu dogmatiques aussi dans la manière qu'ils agissent, c'est-à-dire c'est tout le temps pareil. Moi, j'aime beaucoup les discours de Nathalie Arthaud lorsque je l'entends sur les plateaux télé. Ça fait une bouffée d'air frais. Mais par contre, moi, je suis quasiment certain qu'ils vont présenter quelqu'un. L'objectif pour eux, c'est surtout de se faire connaître dans ces élections-là. Malheureusement, c'est la même stratégie depuis des années et des années, depuis les années 80. Et j'ai pas l'impression que ça leur a amené une plus-value. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi dans le chat. Il y a quelqu'un qui pose une question intéressante. Il dit le NPA était d'accord pour l'union de la gauche avec LFI, mais ils avaient fait un communiqué pour dire que c'était impossible de faire l'union avec le PS. Et hélas, dans la NUPES et le NFP, il y avait que des boulets du PS. Est-ce que toi, vu que tu as l'air d'avoir un avis là-dessus, en vrai, ça, pour moi, ça pose des vraies questions Au stratégiques contraire, Ouais. avec qui tu te mets. je pense que la vérité, c'est que le NPA, ce qui est dit sur la NUPES, c'est vrai. Mais par contre, sur le NFP, je pense plutôt que c'est la France insoumise qui n'a pas assez respecté le NPA et qui ont donné une circo très Ouais. difficile à Philippe Couteau. Il était pas content d'eux, Et ouais. je pense que le NPA était prêt à être dans cette alliance-là, mais que le problème, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre Mélenchon et la France insoumise, lorsqu'il faut se retrouver avec ces vieux appareils de gauche euh, qui sont dans la respectabilité bourgeoise, oui, des organisations comme le NPA passent en second plan, on commence à lisser son image, on commence à reculer sur certaines positions. Ça, c'est une réalité. Faut pas nier que le NFP, ça a conduit aussi à ce genre de choses. Par contre, il est clair qu'il faut rappeler que c'est une alliance dans un contexte où on a un risque d'avoir Bardella Premier ministre. Et dans ce contexte-là, le NPA était tout à fait dans la bonne position à dire qu'on soutient cette démarche-là parce qu'on ne veut pas de l'extrême droite au pouvoir. C'est ça, et puis tu parlais, là on est dans le cadre des municipales qui arrivent.
Et c'est vrai que les municipales, il y a beaucoup de postures en ce moment. Il n'y a pas une interview politique où on ne dit pas oui au second tour, est-ce que alliance, pas alliance, alliance, pas alliance, et à chaque fois c'est on verra, cas par cas, etc. Et en fait, on a quand même le sentiment que tout va un peu se décanter après ça, où chacun va jouer sa partition. Je pense qu'il y aura d'un côté le PS qui va dire regardez, on a plein de mairies, on est trop fort. Les médias qui vont encore enfoncer la France Insoumise en disant ah, vous avez vu, vous étiez partout, au final, bon bah ça prend pas. Quelle conclusion vous en tirez? Vous êtes un peu seul. Vraiment là, dans le cadre des municipales, qui sont des scrutins très avec des enjeux locaux, on a vraiment l'impression que tout va se jouer après ça et que à la fin, on aura peut-être deux lignes, une ligne de rupture dont tu parlais et une ligne un peu social-libérale. On fait avec le capitalisme, on amende le capitalisme. Au final, on l'amende pas, on fait une politique de l'offre comme sous Hollande. Et qu'en fait, ce sera compliqué ou alors il va falloir que certains fassent vraiment le choix, comme tu disais, au niveau du modèle de société vers quoi on tend et seront responsables de ça ou in fine, quoi. Après, le truc des municipales, c'est qu'il y a moins de votes. Oui. Et le souci des vieux appareils comme le Parti socialiste, c'est que, si le Parti socialiste n'est pas mort depuis l'élection présidentielle où ils ont présenté Benoît Hamon, c'est parce que ils ont plein de barons locaux, ils ont des régions, ils ont des mairies, etc. Et c'est ça qui les a fait tenir et qu'aujourd'hui, ils sont encore vivants. Ça, c'est le cas. Le problème, c'est que avec l'élection municipale, mais aussi d'autres élections comme on a vu avec l'élection européenne, ça permet à ces vieux appareils de revenir et dire nous sommes la première force de gauche, alors que c'est clairement pas les mêmes élections. Je veux dire, les élections européennes législatives, c'est une élection où tout le monde ne vote pas, où il y a, je dirais, 50% du corps électoral qui vote. Et à partir de cette base-là, les vieux partis arrivent pour dire en fait, ça va être nous, la force de gauche, qui va être apte pour la présidentielle. Or, ce qu'on va voir, encore une fois, c'est que l'AFI ne va pas faire grand-chose lors de ces élections municipales, à part dans quelques localités. Que l'objectif de l'AFI, de toute manière, de base, c'est pas de gagner des villes, c'est de gagner, enfin réussir à mettre des gens dans les conseils municipaux pour moins galérer pour les sénatoriales. Ça, c'est leur objectif. Et le problème, c'est que du coup, ces vieux partis-là, ils vont continuer à croire leur légitimité jusqu'au bout. Et le problème, c'est que en 2027, il y a moyen que ça ne passe pas, encore une fois, à 600 000 voix. Ouais. Ouais, c'est vrai. Peut-être pour revenir à quelque chose d'un peu plus concret. Et en vrai, moi, c'est une question que je me pose après, que je me posais après. Depuis, j'ai eu l'occasion de pas mal me renseigner et tout. Mais je pense qu'en vrai, c'est une question que encore beaucoup de personnes doivent se poser un peu sur comment ça marchait la jeune garde, comment ça marche les groupes antifascistes et tout. Est-ce que avant tu avais parlé d'autodéfense, est-ce que tu peux un peu raconter en quoi consiste, comment ça marche quand on milite, par exemple la jeune garde, quand elle était active, ou dans d'autres groupes antifascistes? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce que tu conseillerais à des personnes de s'engager dans des groupes antifascistes? Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont envie de s'engager, qui voient la criminalisation de l'antifascisme et qui ont envie de s'affirmer, à part évidemment aller manifester quand il le faut, par exemple le rassemblement là en mars dont tu as parlé? En quoi ça consiste? Est-ce que tu le recommanderais? Comment ça marche, tout ça? Alors la jeune garde, en 7 ans d'existence, on a fait, il y a eu beaucoup de changements. Du coup, ça dépend des époques. Mais c'est vrai que depuis 1 an, on est sous le coup d'une procédure de dissolution. Et depuis que ça a été décrété l'été dernier, la jeune garde, on a cessé nos activités politiques et on s'est concentré sur le recours devant le Conseil d'État. Par conséquent, dernièrement, on n'a pas eu d'activité politique. Nos activités à la jeune garde, ça consistait tout d'abord par populariser l'antifascisme, vraiment faire en sorte que l'antifascisme ne soit pas une subculture. Nous, vraiment, on a vraiment axé le truc sur le fait que tout le monde doit pouvoir se revendiquer de l'antifascisme, que l'antifascisme ne doit être le monopole de personne, parce que sinon on ne va pas y arriver face à l'extrême droite.
C'est-à-dire, du coup, on va sur le terrain, on va tracter, on va informer aussi sur ce que c'est l'extrême droite, aussi dire que le Rassemblement national, en fait, ça n'a pas changé, qui sont liés à des affaires de terrorisme, informer les gens, armer aussi, peut-être aussi parfois fonctionner un petit peu comme un think tank. Et j'aime pas ce mot, mais un peu, parce que pour moi, ça fait franc-maçon de gauche, tu vois. Ouais, de fou. Mais Ça fait très école de commerce, quoi. ouais, c'est ça. Mais bon, il paraît qu'il y a des streamers qui font ce plat de think tank, là, Ok, des streamers de gauche. ok. Mais du coup, aussi, du coup, faire du travail avec les autres organisations politiques, syndicales, associatives, les informer, leur donner aussi les éléments pour pouvoir amener cette analyse-là antifasciste et sur le Rassemblement national, etc. Et ensuite, il y a tout un volet, nous, on l'a toujours assumé, d'autodéfense de notre classe, de notre camp social et politique contre l'extrême droite. C'est-à-dire que nous, on s'est organisé pour défendre nos manifestations, nos récoltes alimentaires, nos quartiers, nos lieux, nos manifs contre l'extrême droite. Parce que à une époque, l'extrême droite, elle attaquait régulièrement nos manifestations, nos événements publics, et l'État ne faisait rien, alors il fallait y répondre. C'est en ça que ça consistait, et est-ce que je conseille aux gens de le faire? Ça dépend de vous, ça dépend aussi, je peux pas vous... Enfin, ça peut être dangereux pour vous parce que l'extrême droite est vraiment violente, mais par contre, la réalité, c'est que si on ne fait rien, aujourd'hui, ça touche les mouvements sociaux, la France insoumise, mais demain, ça va attaquer le planning familial, un local LGBTI, ça va aller agresser les gens parce que agresser des femmes parce qu'elles portent le voile. Ça, c'est la réalité. Si on ne fait rien, c'est ça. Du coup, oui, il faut se mobiliser. Il faut le faire en conscience aussi que c'est un risque. On met son intégrité physique en jeu lorsqu'on se mobilise contre l'extrême droite. Ça, je l'ai fait pendant de nombreuses années et je continue à le faire. Oui, en tout cas, il faut le faire parce que personne ne le fera à notre place. Et si on les laisse faire, ils vont continuer à agresser. Je veux dire, la violence, c'est l'ADN même de l'extrême droite. Eux, ils réfléchissent que par ça. Faut pas penser qu'ils pensent comme nous, à vouloir construire quelque chose, un monde meilleur, etc. Non, ils sont très dans leur truc de prouveur, de viriliste, d'extérioriser cette violence-là et de l'exercer sur la société, que ce soit par des mesures politiques de discrimination ou encore en agressant des gens parce que pour eux, il s'agit soit d'un groupe concurrent politiquement ou parce que c'est des ennemis intérieurs, comme ils aiment les appeler, c'est-à-dire parce qu'ils sont musulmans, juifs, arabes, noirs, LGBTI, en situation de handicap, etc. Ouais. J'ai une question, mais je sais pas si tu as envie de rester sur ce sujet-là, Pasta Caché, mais en tout cas, moi j'avais une Vas-y, vas-y. question aussi sur, à titre personnel, maintenant que, enfin, après, du coup, j'ai deux questions. Est-ce que tu sais à quoi t'attendre un petit peu avec la décision sur est-ce que la jeune garde va réellement être dissolue pour de bon? Est-ce que le recours a des chances d'aboutir ou pas, vu l'ambiance en ce moment? Est-ce que l'ambiance qu'il y a en ce moment après la mort de Quentin Doranque va influer sur la décision? Et autre question à part, c'est si jamais la dissolution de la jeune garde est confirmée, comment est-ce que tu vois, toi, ton engagement maintenant que tu as retiré ta liste? Est-ce que tu sais déjà un petit peu ce qui t'attend dans ton propre engagement? Le recours qui a été reporté, je crois, en plus. Je sais plus. Ouais, c'est ça, Ouais. qui a été reporté. Comment dire? C'est vrai qu'avec le contexte actuel, ça va être très compliqué. Déjà que de base, les recours, ils aboutissent très très rarement. Ok. C'est très rare qu'on arrive à annuler une procédure de dissolution. Euh, mais on va tout faire pour. Je pense que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Alors on va aller jusqu'au bout du truc. On va y aller avec conviction. On va essayer de faire en sorte que la jeune garde ne soit pas dissous, afin que on ne puisse pas dire que l'antifascisme soit un crime, parce que demain, dans C'est le la même France. ordre, Ah oui. si la suite logique, c'est la France insoumise. Après, c'est les écolos, la CGT,
le planning familial, je veux dire, ça va pas s'arrêter Dans le à la débat jeune garde. des C'est clair. municipales à Lyon, il y a le candidat RN, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a dit que LFI abritait en son sein des terroristes. Enfin, genre le mot, Et enfin, le concept a été balancé. Genre la fenêtre d'Overton a été ouverte Mm. dans ce sens-là, ou peut-être qu'on va se retrouver comme aux États-Unis avec réellement, pas juste dans les mots, Ouais, mais ouais. réellement dans les lois, une criminalisation de l'antifascisme. Puis t'as aussi C'est à ça, l'Assemblée mais Wauquiez. ça va se jouer en 2027. Mm. Si l'extrême droite passe, je peux vous dire, il y a pas mal de nos organisations qui vont être démantelées. Nos militants, ils vont prendre cher aussi. Et ensuite, pour revenir à ta question, qu'est-ce que moi je vais faire par la suite? Moi, déjà, je me suis engagé dans une campagne municipale. On a mené pas mal de combats pour les transports communs gratuits pour toutes et tous, les cantines gratuites pour tous les enfants, la lutte contre l'habitat indigne, etc. Nous, on n'a pas prévu de s'arrêter là. On va continuer à se mobiliser pour informer la population sur ce qui est en train de se passer à Strasbourg, à mener des campagnes sur nos thématiques. Et ensuite, moi, j'ai d'autres projets. Il y a des choses qui vont venir prochainement. Je pense qu'il faut continuer à, d'une manière ou d'une autre, à mettre l'antifascisme en avant. Et ça, je compte bien le faire. Ok. Bah, nous aussi. Oui, absolument. Parce qu'en plus, ouais, sur la procédure de dissolution, évidemment, l'extrême droite, elle prévoit, j'imagine déjà, de se gargariser d'un recours qui n'aboutirait pas. Pour vous, parce qu'il y a Wauquiez, je crois, je peux dire une bêtise, donc je mets des pincettes qui, je crois, lors des QAG récemment, avaient dit qu'il faudrait dissoudre la France Insoumise aussi. Il y a déjà eu des plateaux qui disaient. Ah bon? Oui, je crois qu'il y a des trucs comme ça. Ou alors il a sous-entendu en mode. C'était pas là cette semaine, c'est la semaine d'avant, je crois, mais à confirmer. Et il y Mais avait ils vont déjà eu trouver, des. hein, avec la loi Yadan et tout, ils vont Voilà. réussir Il y à a trouver déjà eu. des Ouais. moyens Il y a, de, il y a Bah déjà oui, eu des ils vont plateaux. dire la Ah, France insoumise, c'est le Hamas et boum, dissolution. Hein. ouais, ouais, ou bien ils vont Et juste. Oui, apologie voilà, dans mon terroriste. chat, on Ouais, me dit Estrosi cette semaine, l'a Hop là. redit. Il y a ok. déjà eu des plateaux pour dire est-ce qu'il ne faut pas dissoudre le NPA. Donc il y a quand même une petite musique de fond qui compte. Ouais, j'ai vu ta tête, Elias, pour le NPA. Je crois que c'était sur BFM un jour. Il y en a un qui dit et puis finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas. Non, voilà. Et en fait, pour revenir sur le côté inconséquent des responsables de gauche qui font genre on n'est pas là, on n'a pas vu, on ne sait pas. C'était Sandrine Rousseau qui avait dit un truc assez juste sur Mélenchon. Il disait aujourd'hui, c'est lui qui prend tout. Mais si jamais il n'y a plus Mélenchon, ça va être tous les autres. Parce qu'en fait, il pense Ouais. jouer le jeu du système en place, en étant respectable, en prenant des points de respectabilité auprès de gens qui, de toute façon, n'en ont rien à foutre d'eux, factuellement. Mais sans prendre la conscience que si jamais la première ligne, on va dire, tombe, c'est eux derrière qui vont se récupérer. Et au contraire, ils vont pas être là, genre en mode ah bah c'est bon, On est on est totalement bien, dans, voilà. on est totalement dans le livre Matin Brun. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ont lu ça au collège. Le livre, quoi? Matin brun. Matin Brun, tu connais pas? Non, T'es je pas allé connais au pas. collège? Non, non, je connais pas. Non, mais c'est exactement ce qui Non. se passe à Strasbourg aussi. Maintenant, bah, maintenant, ça va être aussi peut-être que, enfin, je sais pas si en vrai, j'ai pas regardé de près et tout, mais sur ce truc-là, mais peut-être que toi, tu absorbais les chocs, que maintenant, bah, maintenant que t'as retiré ta liste, bah, peut-être que maintenant, ça va être les permanences parlementaires de Jeanne Barzéguian là cette nuit, C'est ça. et que si une ligne tombe, c'est celle d'après qui va tomber, celle qui jusqu'à maintenant jouait la carte de la respectabilité. Mais l'extrême droite, elle fait pas de différence. Hein. Pour eux, Ah de non. Catherine Trottmann à moi, on est des gros gauchistes. Hein. Hmm. Et limite, ils mettent Jean-Philippe Vetter, le candidat de la droite, dans les gauchos parce que il dénonce pas, il m'attaque pas personnellement, tu vois. Bah, de toute façon, C'est une réalité. pour l'extrême droite, les Même, macronistes, c'est la gauche, quoi, limite pour eux. et j'ai une question. Du coup, toi, c'est strasbourgeois, toi, tu l'es pas. Non. Et les gens qui nous regardent, ils sont d'où? Ils sont de Strasbourg, ils sont pas de Strasbourg. De Il y en partout. a qui sont de Strasbourg, mais je dirais la majorité sont pas de Strasbourg. Ils sont d'un peu L'immense partout, majorité. Parce ouais. que Parce que même si je veux parler, si on peut parler un peu de Strasbourg, là il y a eu des violences notamment au stade de la Méno. Il y a les néo-nazis des groupes Strasbourg Offenders qui étaient venus avec plein de petits fachos un peu de partout et tout, et qui avaient déployé une banderole Feu Cafa et RIP Quentin. Du coup, les Ultra Boys, eux qui sont apolitiques,
Ils sont allés les voir pour que ce soit retiré, vu que la tribune de base, elle est surtout pour les Ultra Boys et que c'est pas aux néo-nazis des Strasbourg Offenders de mettre leur bâche. Mhm. Et c'est parti en affrontement. Et ce qu'on voit, c'est que même un groupe d'Alsaco comme les Ultra Boys, où il y a une diversité, où il y a des mecs de gauche, il y a des mecs de droite, il y a des mecs qui votent Le Pen dans les Ultra Boys, il y a tout le réseau Strasbourg Offenders, tout le réseau vraiment extrême droite assumé qui va au stade de la Méno, qui est en train de dire Ultra Boys égale LFI. Je veux dire, à ce niveau-là, je veux dire, aujourd'hui, ils sont capables d'assimiler absolument tout le monde à la gauche, à la gauche de manière générale, même les groupes ultra qui veulent simplement pas faire de politique. Ouais. Ouais, c'est vrai que le contexte de la Méno, n'étant pas strasbourgeois, pas la rêve de tous Non, les groupes. moi non plus. Alors, je connaissais les Ultra Boys, mais j'avais pas tout le contexte. Mais ça va être intéressant à suivre parce que j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter là, ces problèmes de stade et de politique. Hmm. Non, c'est clair. Ok. Ouais. Parce que finalement, en fait, tu parlais tout à l'heure, Elias, de la fenêtre d'Overton. Mais globalement, l'extrême droite continue à chaque fois de tester un peu les limites pour aller toujours plus loin. Et là, tu disais, depuis la mort de Quentin Doran, Street Press, il n'y a pas une journée où il ne partageait pas une actu de un bar à tel endroit a été attaqué, un local a été attaqué ici. Et puis pareil avec la violence sur toutes les agressions de permanence, notamment de la France Insoumise quelques jours après, pas eu un mot. Personne s'est dit, tiens, c'est quand même chaud là. On a peut-être une responsabilité. Il déresponsabilise absolument tout. Mais accuse à l'inverse. Au niveau du gouvernement, en fait, ils servent la soupe à l'extrême droite. Moi, je rappelle quand même qu'en 2024, élection européenne, le RN, ils font un gros score. Ils ont roulé sur l'élection en soi. Ouais. La décision de Macron, c'est quoi? C'est de dissoudre l'Assemblée nationale à ce moment-là. Il le fait avec deux possibilités dans sa tête. Soit il se dit, c'est pas grave, je vais gouverner je vais être le premier président qui va gouverner avec l'extrême droite. C'est pour dire vraiment sa volonté politique. Lui, ça ne le dérange pas que l'extrême droite arrive à ce niveau-là, et il le fait en connaissance de cause. Il le fait alors qu'il sait qu'il y a une grosse problématique de terrorisme d'extrême droite, que si l'extrême droite arrive au pouvoir, eh ben, on n'est pas sûr qu'ils vont le laisser. On peut penser à Trump avec le Capitole, on peut penser avec Bolsonaro aussi qui a essayé un coup d'État, ou il se dit le Front républicain, ça va être moi. Ça va être, on va réussir à faire en sorte parce qu'il y avait c'est déjà un petit peu compliqué avec la Nupes de faire passer exactement tous les textes de loi. Il s'est dit, la gauche, ils sont désunis, la Nupes, ça n'existe plus vraiment. Là, on va surtout avoir des duels macronistes, le penistes, et il y a un monde, c'est soit les macronistes qui gagnent et du coup ils ont une majorité à l'Assemblée nationale, ou c'est le Rassemblement national. Et là, il faut gouverner avec le RN, mais ça ne dérange pas vu qu'ils vont pouvoir faire leur politique libérale, ils vont pouvoir continuer aussi dans l'autoritarisme et dans le racisme. Ah oui, oui. La Macronie et le RN votent très souvent ensemble. J'ai plus la stat exacte en pourcentage, mais à l'Assemblée nationale, c'est assez criant. Ouais. Moi, on a eu ce débat. C'est un débat un peu récurrent qu'on a dernièrement parce que on parle beaucoup des aspects que moi j'appelle ça fascisant, mais du coup c'est un débat que j'ai assez régulièrement avec le chat. Est-ce que toi tu dirais que le macronisme est d'extrême droite? Non, non, non. Ah, voilà. Ok. Je veux dire, le macronisme, c'est ce qu'il est. C'est Macron de 2017 à aujourd'hui, il a beaucoup changé. Il est passé d'un sorte de libéral progressiste qui veut aller vers les quartiers pop, etc., mais qui incarne quand même l'héritage de ce qu'est l'État français. Et du coup, dans toute sa brutalité, dans tout son racisme systémique, etc. Mais il avait ce côté-là un peu. On peut regarder le meeting de Marseille et quand il faisait les Algériens, les Comoriens. Je veux dire, il y avait cette volonté-là un peu de France multiculturelle, un peu Black Blamber, un peu 98. On va être tous ensemble, on va faire des startups et on va gagner beaucoup de fric.
C'était un peu la promesse de 2017. Et ensuite, un an après, gilets jaunes, grosse tension dans le pays, Macron il se radicalise, autoritarisme, etc. Et on est passé dans une phase de libéral autoritaire. En même Ouais. temps, il y a ce processus de fascisation dont Macron participe, mais c'est pas le seul, c'est l'ensemble en fait de la bourgeoisie, des élites politiques à droite, au centre, etc. Et même un peu à gauche qui participent justement à tout ça. Mais dire que Macron c'est l'extrême droite, c'est amener de la confusion. Et par conséquent, Oui, on se dit, mais du coup, si Macron c'est l'extrême droite, bah, du coup, Marine Le Pen, ça l'est aussi. Il y a pas de différence. Mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y aura une claire différence. Je veux dire, Macron, il allait de plus en plus loin. Mais demain, si Le Pen, elle arrive au pouvoir, même si elle arrive avec ses petits chatons, avec sa belle teinture blonde, et qu'elle se dit qu'elle va être gentille avec les gens et qu'elle va juste être méchant avec les délinquants, moi, je le dis honnêtement, les gens, c'est des lapins de 6 semaines. Ils savent pas que l'extrême droite, elle se dissimule, elle essaye de paraître pour quelque chose qu'elle n'est pas. Et même oui, elle lorsqu'on regarde s'institutionnalise. Mm. Ouais. Le mandat Ça a de déjà Trump, été comme ça avant. le mandat de Trump, moi, je me souviens quand il a été élu en 2016, il y avait des gens qui disaient de toute façon, ça va rien changer sur les États-Unis. Les États-Unis, c'est l'impérialisme, c'est les meurtres racistes de la police, etc. Or, ce qu'on a vu de 2016 à la fin de son premier mandat avec la tentative de prise de Capitole à aujourd'hui où il est totalement radicalisé, où il a fait une véritable milice avec l'ICE, où il est dans un processus vraiment de réaffirmation de l'impérialisme américain sur la scène internationale et nous conduit un peu tous vers une guerre contre la Chine. Je veux dire, la fascisation, elle fonctionne aussi avec l'extrême droite. Moi, je dis, il y a un step énorme entre Macron et Le Pen, mais par contre, Marine Le Pen, une fois au pouvoir, elle va se radicaliser aussi à vitesse grand Ouais. V. Bah, elle va Bien assumer sûr. une fois qu'elle est légitimée réellement, elle va pouvoir assumer son programme de A à Z et faire ce qu'elle veut et pas plus devoir se cacher pour essayer d'aller chercher des électeurs. Ouais, bah pour moi, Et je puis suis même, et totalement puis d'accord avec même, toi. Ouais. et Pour puis moi, il y a une même, sorte de convergence des intérêts ouais, maintenant où, dans ma tête, si je simplifie de fou, genre pour moi, les macronistes, ils sont là pour préserver le status quo, ils défendent le grand capital et de temps en temps, comme la tendance qu'on voit maintenant, ils se servent du fascisme parce que momentanément leurs intérêts convergent pour essayer de contrebalancer une potentielle montée de la gauche. et puis même, si on regarde vraiment, si on analyse vraiment le parcours de Le Pen, de 2008 à 2012, mais elle joue la gaucho, hein. Elle joue la C'est vrai. gaucho. Elle a écrit un livre sur Karl Marx pour dire que en fait, Karl Je Marx, il savais pas n'était pas ça. contre la patrie, mais il était contre le capital apatride et que en fait, la patrie, c'est le seul truc qui appartient encore aux travailleurs. Elle essayait d'amener un peu de nationalisme en parlant de Marx. Ça, on voit, c'est la sauce Soral. Après, il y a eu Philippot, un peu avec le truc contre l'Union européenne. Mais même sur l'international, elle était un peu vraiment contre l'impérialisme, contre les ingérences, etc. Euh, Elle était pour la manière aussi où elle disait qu'elle était contre l'immigration, c'était un peu ce truc, oui, mais l'immigration, ça sert à la bourgeoisie de pas faire augmenter les salaires, etc. Aujourd'hui, c'est un discours qu'elle a totalement oublié parce qu'on n'en a plus besoin. Mm. Et ça montre son opportunisme sur sa capacité aussi à muer selon la situation. Et lorsqu'elle arrivera au pouvoir, elle montrera son vrai visage, celui de l'extrême droite et celui du fascisme. Mm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens encore qui disent qu'il y a différents courants chez le RN, une espèce de ligne un peu sociale qui serait Tanguy, Le Pen et tout, et une ligne, j'ai plus le truc là, les libertariens, ça je l'ai, chez Bardella et consorts, mais en fait non, c'est juste un vernis qui est mis là pour faire genre, en fait, tout simplement. Et derrière, ouais, les C'est ça, intérêts la avec la tendance. bourgeoisie convergent. Ils suivent la tendance, même sur l'Union européenne, là, à l'époque où
certaines personnes pensaient que Asselineau était capable de faire quoi que ce soit. Ils étaient à fond sur les questions Union européenne, l'euro. Oui, on sort pas de l'Union européenne, mais on sort de l'euro, etc. Mais aujourd'hui, ils parlent même plus de l'Union européenne. C'est vraiment qu'ils suivent la tendance. Ils sont capables en fait de réadapter leur discours 1000 fois selon la tendance du moment, ce qui est à la mode, ce qui n'est pas à la mode, mais le fond, ça reste le même. Je veux dire, la centralité de leur engagement, c'est le racisme. Je veux dire, c'est le cœur même de leur engagement. Il y a juste ça qui compte. Le reste, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et une fois au pouvoir, je le dis clairement, au vu de la situation actuelle du monde où on est quand même dans une crise du capitalisme, etc., là, on voit que Trump, il n'arrive pas à s'en sortir avec, le commerce international qui a une grosse crise économique. En France, ça va être pareil. On va se manger, je dirais, ils vont galérer en termes d'économie. Et le social, c'est la première chose qu'ils vont jeter. Hein. Ah, bien sûr. Ouais. Et puis d'ailleurs, ils le font déjà avec leur vote à l'Assemblée nationale, mais même ça, en fait, tu disais, elle montre son vrai visage. En fait, elle a conscience qu'elle en a même plus besoin de jouer cette carte-là, puisque quand il y a des rappels de le RN a voté contre ceci, contre cela, en fait, on a l'impression que même ça prend plus, parce que comme tu dis, le vote RN est cimenté par une vision raciste de la société, avec ce côté de si je vais pas bien, la promesse du RN, c'est que moi, j'irai peut-être pas mieux, mais il y en a qui iront encore moins bien que moi, et ce statut-là, ce projet de société-là, ça leur va en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est à nous, à gauche, de montrer, justement, de présenter notre projet de société à nous. Et surtout de mettre en avant, quoi. Avec force. Du coup, ça fait à peu près qu'1 heure qu'on parle. On peut, si vous voulez, on peut conclure. Je sais pas si tu as quelque chose, s'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, Cem, n'hésite pas. Moi, j'aimerais juste dire que engagez-vous, c'est le plus important. Il faut s'engager dans la lutte antifasciste. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut qu'on y aille tous ensemble. Il faut prôner l'unité de notre camp face à l'extrême droite parce qu'on va toutes et tous viser. On est vraiment en train de jouer l'avenir de notre société, l'avenir aussi, notre avenir personnel, l'avenir de nos futurs enfants, etc. Je veux dire, la politique, c'est pas un jeu, c'est vraiment ce qui va déterminer notre avenir. Maintenant, engagez-vous et on se retrouve dans la rue le 14 et le 15 mars contre le racisme et contre l'extrême droite. Merci. Merci à toi. Beaucoup. Moi, j'étais même pas au courant qu'il y avait quelque chose le 14 et 15 mars, mais du coup, comptez normal, sur moi. Ça va sortir la semaine prochaine, ça va sortir. Sois pas pressé. Ok. Ah, attends, c'était pas encore annoncé. Ah, c'est pour ça alors. Mais il y a la marche des solidarités qu'il a déjà annoncé sur sa page, mais ça va arriver. Ok. Bon, bah on se verra peut-être sur place du coup. Voilà. Ok, bah je vois qu'il y a des personnes qui te remercient et tout dans le chat. Merci beaucoup d'avoir. Merci à vous de m'avoir dit. C'est la première fois qu'on fait ça, nous. Du coup, merci. Désolé si c'était bancal. J'espère que ça s'est pas trop. Non, c'est très bien. C'est très bien. Il y a des streamers, qui posent pas d'aussi bonnes questions que vous. Hein. C'est gentil, ça. fait plaisir. Moi, j'essaie de créer des dramas, tu vois. Je me dis, si je fais un drama là, il y a moyen que vous gagnez un petit peu en buzz et voilà. Si tu veux, vas-y. Hein. Non, je rigole. Non, je rigole. Mais ouais, on t'envoie de la force à toi, à toutes les personnes autour de toi avec les événements récents. Aussi, le chat en envoie aussi beaucoup. Ouais. Et remercie, en effet, pour ton temps. Bah, merci à vous et force à vous aussi. Hein. Courage. Merci. Merci à toi. Et je vous dis à plus. À plus. Merci encore. Salut. Ciao. Et ben, ça n'a jamais marché. Le chat partagé, je n'ai jamais. Ah ouais, t'as pas réussi. En fait, genre au début, vu que ça a commencé, je t'en ai vas-y, tant pis, mais genre j'ai pas compris, j'ai rien compris. Genre j'ai cliqué, ça m'a envoyé sur un truc de Twitch. Je sais pas. En tout cas, ça n'a pas marché. Ou plutôt, comme dirait Macron, ce n'est pas que ce n'était un échec, c'est que ça n'a pas marché. Évidemment.
Non, Évidemment, parfois, évidemment. parfois, faut réessayer plusieurs fois pour que ça marche. Peut-être parce que tu m'as pas mis en favori. Ah, il faut que je mette en favori. Possible, ouais. Possible. En fait, Attends. ça dépend des settings que tu as mis pour les collabs de streamers. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait avec Florence, enfin avec Angle Droit, j'ai déjà fait ça. Et en fait, elle m'avait envoyé l'invite et c'était ok, mais je sais pas pourquoi. Bah, parce que tu l'avais dans tes favoris, Peut-être, probablement. peut-être. C'est une très bonne question. Comment vous en avez pensé quoi T'as bien géré cette interview, merci. Bah, on parlait un petit peu un peu de déontologie et tout, un peu avec Carte du Monde, parce que Carte du Monde, du coup, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'interviewer des gens un peu de tout, donc des représentants du Quai d'Orsay, des personnes qui représentent des partis, des trucs comme ça. C'est vrai que dans ces genres de situations, il y a plus de cette histoire de présenter des questions un peu contradictoires par rapport à ce qu'un invité politique peut dire. Moi, en l'occurrence, je sais pas ce que tu en penses toi, Pastèque, mais mon objectif, c'est vraiment d'inviter des personnes avec lesquelles je suis globalement d'accord. Vous verrez Oui. pas, normalement, vous verrez pas sur cette Jamais. chaîne des macronistes ou des personnes d'extrême droite et tout. C'est vraiment pas mon objectif. Du coup, même si à gauche, il y a un milliard de nuances et qu'on n'est Oui. pas tous et toutes d'accord, et que même avec Jem, j'imagine que même si là, ça s'est pas trop remarqué, parce que les questions, c'était sur un sujet que moi, je trouve assez consensuel, Oui, celui bien de sûr. l'antifascisme. Pour moi, ça reste consensuel. Mais voilà, j'imagine qu'il y a peut-être des personnes qui attendaient de moi et de toi, Pastèque, qu'on présente un peu plus de contradictions. Sauf que voilà, j'ai pas envie de faire semblant de présenter un contradictoire auquel je crois pas, tu vois. Donc, Il y a mon chat qui dit oh non, on n'aura pas d'interview d'Aurore Berger. Non. mais non. Non, jamais. Au pire Jamais. pour 500 subs, on peut l'inviter pour 500 subs. Ah, moi, par contre, si on se cesserai, partage mais- 250 Alors, parce que chacun. moi, j'ai un arc personnel avec Aurore Berger depuis des années où c'est vraiment une relation de haine que je lui voue depuis des années. Tant je peux pas. Tant toutes ces sorties sont des dingueries sur dingueries qui me donnent envie de m'arracher les cheveux. Ah bah oui, mais elle, pour moi, c'est la. Genre, j'ai Aurore l'impression que Berger serait un aboutissement. c'est la responsable de la fenêtre d'Overton des macronistes. Genre, c'est celle qui teste Ouais, des ouais. trucs. Tu vois, elle balance des dingueries et elle teste comment ça marche. Est-ce que ça Mais ça c'est marche, ça. mon nouvel élément de langage. Et après, 2 semaines plus tard, c'est l'extrême droite qui le dit. Alors en mode, oh, bien joué, j'ai ouvert la fenêtre d'Overton, c'est bien. Mais c'est ça, ouais. Et vraiment, non, mais c'est vrai que t'as raison. Moi, je suis d'accord avec toi. Pas de facho sur un espace. On les entend suffisamment. On va pas leur donner un espace de plus. Et au contraire, ça peut être l'occasion d'avoir un espace avec des gens qu'on voit peut-être moins. Et peut-être des gens qu'on voit aussi souvent, mais pas dans ce cadre-là, tu Ouais, vois, pas tu vois, avec. Par exemple, c'est intéressant. À un moment donné, il a dit est-ce que vous voulez. Quand il a parlé de sa petite parenthèse gossip, là, est-ce qu'il a dit est-ce que vous voulez vraiment qu'on parle politique et tout. Et moi, je trouve que ce qui peut être intéressant, et ce qu'on a essayé de faire d'ailleurs aujourd'hui, c'est de faire du fond. Parce que je trouve que le fond est vachement délaissé sur la scène média un peu classique. Parce que je me fais du mal, comme toi un peu, tu fais beaucoup de react à des interviews politiques et autres, et en fait c'est constamment de la réaction. Réagissez à machin qui a dit ça. Tu vois, genre tout à l'heure j'ai cité Tondelier, vraiment, j'ai regardé, je me suis refait ce matin l'interview pour être sûr de ce que je disais. Toute l'interview c'est est-ce que vous condamnez ceci, est-ce que vous êtes contre ça, et puis Jean-Luc Mélenchon, et puis François Hollande. En fait, et c'est pour ça qu'à la fin de cet entretien qu'on vient d'avoir, j'ai dit qu'il y a notre projet politique, notre vision de la société, il va falloir qu'on la martèle, parce que les espaces qu'on a, en fait, on n'a pas l'occasion de le marteler plus que ça. En plus, tu as des partis qui ont des lignes pas claires et qui finalement n'ont pas de fond. Et c'était, je me souviens, un mec en réunion publique à Marseille qui avait dit à Manuel Bompard, il dit, vous savez, on est trop gentil. Il va falloir que vous soyez un petit peu plus méchant et que vous soyez un peu plus cash et tout. Et du coup, ça le faisait rire. Et moi, je suis assez d'accord avec ce mec qui dit en mode, il faut y aller, quoi. En gros, il avait dit, il faut les choquer. En résumé, le mec avait dit, écoutez, vous êtes bien gentil, moi je vous adore et tout, mais là, à un moment donné, il faut les choquer parce qu'on en a marre. Eux, ils nous choquent toute la journée et nous, on est toujours là à devoir se justifier, à toujours devoir s'expliquer, à toujours devoir répondre à, mais jamais on leur rentre dedans. Et je crois qu'il citait juste une citation de Piketty qui avait dit il faudrait mettre en prison les riches qui payent pas leurs impôts, et que ça avait choqué sur France Info, et il disait il faut les choquer. Je suis assez d'accord avec cette vision. Ouais. Et c'est pour ça qu'avoir un espace de plus, même si nous on représente pas grand chose à l'échelle de ce vaste monde, je trouve que c'est cool. À notre humble échelle. À notre humble échelle, c'est ça. C'est ça. Moi, je choque sachez que moi, je fais mon travail, je choque mes collègues de bureau tous les jours
à la pause midi en disant des trucs plutôt ok, mais eux ils font ils tombent dans le coma à chaque fois. Voilà. Moi, je choque un peu mes amis, mon entourage. Ouais, mais c'est vrai que t'en parles souvent. Tu dis en rigolant, tu dis je radicalise mes potes ou je radicalise mes proches pour les faire voter la France Insoumise et tout. Mais tu bosses avec des gros bébés aussi. Oui, c'est vrai que je bosse avec des gros bébés, c'est vrai. C'est vrai. Mais non, mais c'était chouette. Toi, passer qu'est-ce que tu veux faire ton autocritique ou en retour là à chaud, un débrief à chaud? Bon, en vrai, je suis très content. C'était assez naturel et tout. On a pu poser toutes nos questions. Ouais. Franchement, on avait peur que ce serait pas possible, mais on a pu avoir il plus de sujets que prévu, il est resté. En fait, il a bien développé tout en restant raisonnablement concis. On a même pu un peu dévier parfois sur des trucs desquels on n'avait pas du tout prévu de parler. Donc, en vrai, je suis content. En fait, l'idée, c'était de faire une interview un peu global aussi qui peut un peu permettre de situer la jeune garde antifasciste et tout pour des personnes qui connaîtraient peut-être pas de très près. Je pense qu'il doit y en avoir sur la chaîne qui connaissent pas de si près que ça, qui en ont entendu parler à travers les médias mais qui n'ont pas une connaissance approfondie de l'antifascisme. Moi par exemple c'est mon cas, en tout cas avant l'affaire Quentin Durand, j'étais beaucoup moins renseigné sur l'antifascisme. J'avais une idée globale de ce que c'est mais pas dans le détail quoi, la doctrine, le passif et tout, pourquoi elle s'est constituée. Donc je voulais que ça puisse aborder ces trucs-là. Et après aussi, aller en plus dans pour moi, les questions sur comment est-ce qu'on fait maintenant qu'il y a une sorte d'antagonisation de l'antifascisme, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement maintenant, aussi à quoi ça ressemble de militer dans des groupes antifascistes et tout. Voilà. Pour moi, ça, c'était des trucs un peu global que j'avais envie de montrer. Et voilà, ça, c'est chose faite. Donc, je suis plutôt content. Très content. Ouais, c'est bien. Je trouve qu'on a pu parler de fond. Après, peut-être que le chat, vous allez avoir une autre vision, mais j'ai eu l'impression qu'on a quand même pu aborder le fond des différents thèmes qu'on a abordés. Ouais. Moi, j'ai dû me retenir de ne pas faire des tunnels Chapoutot. Très oui, quand on parle de fascisme, de la passe décisive. Du rôle de la bourgeoisie et tout. Tellement de passes décisives. Par contre, il y a un truc sur lequel je vais revenir. Je trouvais aussi intéressant ce qu'il a dit vers la fin sur la qualification des macronistes d'extrême droite. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui disent que Macron c'est quasiment l'extrême droite. Tout le temps ce débat, tout le temps. Ouais, bien sûr. Et moi, en vrai, je comprends parfaitement les gens qui disent plutôt que c'est l'extrême droite. C'est pour ça que je vais citer Chapoutot. Chapoutot dans Les Irresponsables qui parle justement des mémoires je crois, ou des petits carnets de Goebbels qui parlaient des centristes de l'époque, qui disaient en gros ils font tellement tout ce qu'on veut faire qu'une fois arrivé, on n'aura plus rien à faire. Mais du coup, c'est pour ça que parler de libéraux autoritaires qui finalement se radicalisent et épousent un peu les doctrines et le corpus du fascisme, c'est plutôt legit parce que ça marque bien la cassure entre les deux. Mais sans non plus dire ah non mais eux ça va, c'est le centre modéré, bien sage, respectable et tout. Et je trouve que c'est bien parce que je suis d'accord avec lui sur la confusion. Si on dit qu'un tel est d'extrême droite pour parler d'un macroniste, on peut à la fin se perdre dans le discours et créer de la confusion. Ouais. Sauf pour Retailleau. Lui par contre. Je suis d'accord, j'ai toujours eu du mal à le formuler. Oui, mais Retailleau, c'est clair qu'il est d'extrême droite. Voilà. C'est bon, genre là c'est clair quoi. Genre il y a pas grand chose qui le différencie de l'extrême droite. Genre il y a pas d'objectif initial qui est pour lui qui est différent de celui de l'extrême droite. Genre. C'est ça ouais. Non mais vraiment Retailleau par contre oui, c'est pas de la confusion que de dire que lui c'est un gros facho. Oh non, aucune confusion. Bien sûr. C'est le même En plus c'est vrai que quand tu l'écoutes parler, qui est toujours une souffrance. En fait, tu te rends compte que le programme, le fond, le corpus, c'est le même. Ah oui, c'est la même chose, pareil. Et c'est pour ça que moi, je suis assez intrigué de combien de Retailleau il y aura en 2027 sur la ligne de départ. Ça peut être une autre discussion aussi. Mais... le plus possible. Mais en vrai, c'est ça. Est-ce qu'il en faut le plus au risque d'avoir un débat qui est vraiment gangréné par juste les 14 fachos qui disent la même chose tout le temps et au final, genre le concours de qui est le plus facho, genre c'est un peu ça. Genre les chiffres, quand ils chiffrent leur programme, celui qui met la barre le plus haut pour virer des immigrés. C'était un petit peu le truc quand il y a eu la primaire de LR 2022. Vraiment, c'était à qui est le plus facho de tous c'est ça, pour se démarquer, quoi. C'était vraiment ça. Ouais.
Ouais, dans mon chat, on dit prenez tous 3% et perdez SVP, merci. Ouais, mais en vrai, c'est ce que je me dis, plus ils sont nombreux et tout. Mais après, le problème, c'est que vu qu'il y a l'égalité de temps de parole, le problème, c'est que si t'as 14 personnes qui tiennent le même discours, bah, tu les as 14 fois à temps de parole égal. Au final, t'as l'impression d'avoir tout le temps la même chose qui se dit dans le débat public. Et ça peut être un problème en vrai. Et qu'à la fin, les gens se disent ah, de mes 14 fachos, je prends celui-là. Plutôt que d'écouter un autre projet, quoi. D'ailleurs, pour les gens qui connaissent pas Pastèque, j'imagine qu'il doit y en avoir pas mal qui l'ont jamais entendu avec sa voix, qui l'ont vu dans le chat, mais qui l'ont jamais entendu. Donc, n'hésitez pas à aller. Ah, mais putain, le chat, il arrête pas de m'attaquer. C'est terrible. Oui, j'ai vu. Il a voulu te censurer pendant l'interview. Mais oui. Et mon chat, il dit connaît pas. Oui, d'ailleurs, quand il a dit quelqu'un avec un vieux monsieur avec une barbe, je me suis dit, ah, il parle de moi. Il parle de moi, en fait. Bon, voilà, n'hésitez pas à les découvrir. Fait de l'actu et aussi un peu de GeoGuessr. Enfin, oui, c'est vrai que en vrai, moi, j'ai souvent parlé. En fait, sur mon stream, c'était souvent du jeu vidéo général, mais en fait, à chaque fois qu'on jouait, ça partait tout le temps en discussion, en longue discussion, en débat sur. Mais c'est ce que tu dois faire. Tu dois faire des streams politiques. C'était de l'actu sans de l'actu. Genre, en gros, on lançait une game design pendant 4 heures, on parlait capitalisme. Voilà, ah, voilà, on me dit le melon. Ce que je dis, je prends pour Mars. Mais non. Évidemment que non. Mais en tout cas, c'était très sympathique comme exercice. En espérant que c'était cool pour vous. Bah ouais, à refaire. Est-ce que vous aimeriez bien qu'on recommence avec d'autres gens? C'est la première fois qu'on invite quelqu'un. Le truc le plus difficile qu'on a eu à faire, c'était de setup le son. Vous n'avez pas idée. Oui. Mais moi, j'aime bien. En vrai, j'aime bien le truc un peu sur Discord tranquille, tu vois, genre en vrai, ouais. Pas prise de tête, pas ultra cadré et tout. J'aime bien. Ça fait un peu. C'est un peu plus terre à terre, quoi. C'est genre, ça change un peu du côté institutionnel, tu vois, genre du plateau ou de la radio en mode bonjour machin. Donc c'est cool, ouais. Dans le chat, ils disent yes, yes, yes. Mais d'ailleurs, pour celles et ceux qui arriveraient plus tard et qui se disent ah merde, j'ai raté, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, mais il y aura une rediff. Je pense que tu vas faire une rediff. Moi, je pense aussi que je vais faire une rediff. Bien sûr. On pourrait revoir ça. Mais ouais, non, moi, ce serait un très grand plaisir de t'accompagner de nouveau sur cet exercice-là. Plaisir. Et de fil en aiguille, peut-être que en 2027, on pourra faire une émission où on reçoit les candidats et on peut cook des droitards. Imagine. Sur Discord. Imagine. Incroyable. Imagine le débat des candidats sur Discord, genre. Et on met comme condition, la condition pour participer à ce débat, c'est de venir dans l'appel Discord. C'est ça. Mais vu que les confs Discord c'est limité à 10, bah on met ah merde, non, Retaillot, bah non, il y a plus, il y a 10 personnes, merde, donc non, bah c'est pas grave, c'est par hasard hein, qu'on t'a pas invité. C'est ça. Absolument, c'est dommage, hein, c'est pas. Discord, le nom est parfait. T'es pas modo chez Angle Droit? Si, il est modérateur chez Angle Droit. Je suis modo chez Angle Droit, absolument. Absolument, depuis 2022 de mémoire. Moi, je suis un vétéran. Moi, je suis une relique. Hein. Genre, c'est mon premier stream, c'est en 2021. Wow. J'ai déjà tous mes trimestres sur Twitch. Ah oui, et ça se termine sur du team du à la fin du débat. C'est ça, à la fin on dit, et donc un petit team duel, et du coup tu fais une team droite, une team gauche, en plus c'est déjà des teams rouges et des teams bleus, donc c'est parfait. Ah bah ouais. Il était en noir et blanc, c'est vrai que j'avais ma cam en noir et blanc en 2020. Non et voilà quoi. C'est pas toi les 50 000 € par hasard au The Event? Non. Ah putain, si c'était moi les 50 000 €, j'aurais fait d'autres choses. Hein. J'aurais créé G-News. G-News. Une chaîne d'actualité. Pourquoi G? Bah c'était pour troll CNews. Du coup G pour gauche. Ah. Avec face à Poutou de 8h à 20h. Bon bah si tu connais le Sugar Daddy, n'hésite pas à l'orienter sur cette chaîne. Ah oui. J'ai besoin de Sugar Daddy ou de Sugar Daddy. Non, les informations de Sugar Daddy sont classifiées. Ouais. Bon bah n'hésitez pas à faire des dons. Soyez mi Sugar Daddy et Mommy et voilà. Soutenez-nous financièrement, c'est important. Non, moi je m'en branle, soutenez Elias. Moi j'en ai rien à foutre. Ne me donnez pas d'argent. Me donnez pas d'argent. Écoutez-moi si ça vous fait plaisir, mais soutenez Elias. Moi je m'en fous. J'ai mon salaire qui tombe tous les mois. Ouais. Vu que je suis conseil d'administration de Total, c'est pas la peine de me soutenir. Oh. C'est pas vrai. Les subs avec la pub de Total horrible. Tu veux des subs?
Bon, en vrai, moi, je vais arrêter là parce que je suis crevé, Ah oui, vraiment. t'as fait Je 14 suis heures de stream épuisé de la aujourd'hui. journée là. J'ai pas pu respirer une seule seconde là depuis 6 h du mat. Enchaîné. Tu t'es fait à Du coup, 6 heures du mat, mais tu es malade. Ouais, mais en fait, c'est pas ma faute. Enfin, je me Ah, réveille naturellement, donc ok. j'y peux rien. Parfois, je me réveille à 7 h et parfois juste à 6 h et je peux pas me rendormir. Du coup, je me dis, vas-y, autant Ok. commencer à travailler. Ok. Voilà. Mais là, je vais faire un gros dodo. Il y a moyen que je stream demain, je verrai. Je pense que je verrai. Si jamais je stream, je fais un petit stream à l'arrache. Je ferai ce qu'on n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui. Il y a pas mal de trucs desquels on voulait parler, qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et je crois que ce soir aussi, il y a Bardella qui fait une interview quelque part. Et ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait. Du coup, ça va être. Oh là 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 là. Il va Mais bien encore sûr, il va dire, être dans un setting, oui. assez sympa pour lui. Mais On va lui servir la soupe. ouais. On va lui servir la soupe comme d'hab. Qu'est-ce qu'il y a qui stream chez qui on pourrait aller? Il manque 2 follow là pour être à 4400. Il n'y a pas 2 personnes qui veulent faire pop follow. Absolument. Chez qui on pourrait aller? Il y a Escargot. Qu'est-ce qu'il fait? Mélenchon is back. Oh là là. Pardon, mais le titre me fait rire. Il a toujours été là. Jamais lâché la rampe. Ah, Vibro Michel. Oh, jure. Ah bah ouais. Ah oui. Oh, on peut aller chez Vibro. Vibro, le camarade. Tier list du Vibro. rock plus jeu vidéo. Ah, Mais c'est pas avec sympa. Aramir? Non, ça c'était hier. Ah, c'était hier. Ah, j'ai raté. Leur live curse là de Oui. des lip dub Oui. des villes françaises là de Happy, c'était hier. Vibro. Where? Ah oui, Vibro Michel. Ah oui, en vrai, ouais. Très bonne let's cible go. de raid. Vibro Michel. En tout cas, c'était très sympa. Très intéressant aussi. Très intéressant. Axonana qui dit c'était Merci horrible. encore de t'être fait du temps, hein, parce qu'on a fixé l'interview hier, donc Oui. on a tout fait en vitesse. Voilà. Donc, Oui, merci de c'était, t'être rendu disponible et tout. Bah, moi, surtout quand tu m'as dit la veille pour le lendemain, j'ai eu très peur de ne pas être dispo du fait du travail. Mais fort heureusement, Cem travaille aussi. Et donc, il pouvait pas être dispo la journée. Mais c'est vrai que pour une prochaine, si on arrive à avoir même 3-4 jours, 3-4 jours, histoire de par exemple faire un setup son, savoir, régler les problèmes de son. Mais c'est très cool. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de débrief aussi à côté. Ouais. Si jamais vous avez quoi que ce soit à nous raconter, des retours et tout, on est preneurs, hein, bien sûr. Venez nous parler sur Discord. D'ailleurs, Absolument. hop là, je mets mon petit Discord. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et voilà, vous pouvez aussi faire un retour à Pastèque Caché, bien sûr. Ouais, vous pouvez venir sur le mien des trucs, si vous voulez. Tant que vous êtes respectueux, on écoute. On a ban du monde là pendant le live, j'ai vu. Ah ouais? Qui se sont fait ban. Oh. Mais ça va, c'était calme, mais on a quand même. Je crois qu'il y a quand même des gens qui sont venus. Mais si je savais pas vous tenir, pas possible ça. Ouais. Bon, le raid va partir, faut qu'on dise au revoir. Ah bah au revoir. Ciao. Peut-être à demain, sinon à lundi, mais peut-être à demain. En vrai, il y a moyen. J'ai un peu envie. À bientôt. Ciao. Bisous. Hop. Dites bonjour en arrivant, hein, chez Vibro. Vous faites coucou. Soyez cool chez Vibro. Vibro très cool. Vous allez voir. Vous allez aimer. Des bisous le chat. C'est cool de vous voir. Il y a toujours